On va passer à un sujet, je pense, sans corrélation. Alf bouffait des chats, il y en a d'autres, ils bouffent des humains. Donc je me suis dit, tu vois, ça fait une transition un petit peu. Le cannibalisme, quand les gens mangeaient d'autres gens, c'est au passé, donc c'est encore dans la nostalgie, tu vois, c'est quand on le faisait, maintenant on le fait plus, hein. On a passé de mode quand même. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les méandres de ces récits complètement fous qui se sont produits sur notre planète en différentes époques. Des moments de l'histoire où, comme je vous l'ai dit, on a dû croquer dans le voisin pour se nourrir. Parce que l'histoire de l'humanité conserve des traces très troublantes de pratiques anthropophagiques, comme on les appelle, autrement dit du cannibalisme, qui ont traversé les siècles mais aussi les civilisations. Entre l'Antiquité et l'époque moderne, on va retrouver différentes formes de cannibalisme qui vont apparaître dans des documents historiques. Ça touchait absolument tout le monde, mais surtout beaucoup de situations différentes. Vous allez voir, il y a des cas incroyables. Ça peut être pour des actes de... Alors Revan, t'as raison. S'il y a des dingueries de fait, c'est à la justice d'agir, le public choisit les séries qu'il apprécie, c'est tout. Et t'as raison, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de protection que ça, que ce soit au travail, etc., le droit des femmes d'ailleurs, tout ça, c'était pas au point d'aujourd'hui. Donc quand on regarde ça a posteriori, harcèlement moral, etc., plus les conditions de tournage, c'est vrai que même pour dans les conditions de l'époque, hein, même pour les conditions de l'époque, mais de là à traîner ton employeur aux tribunaux, c'était pas encore, tu vois, c'était pas aussi dans la norme comme aujourd'hui. Survie lors de sièges militaires, ou bien de rituels religieux, ou même des pratiques guerrières, ou bien des usages médicaux. Vous allez voir que parfois il y a même des gens qui donnaient leurs enfants à manger, littéralement. J'espère que vous ne mangez pas. Bon, durant l'Antiquité, vous avez certains sièges militaires qui ont été imposés par les armées romaines qui vont provoquer des famines si extrêmes que les habitants vont devoir se damer entre eux. Ce phénomène il apparaît dans plusieurs récits très anciens qui vont décrire des populations complètement coupées de leurs ressources et qui sont totalement encerclées pendant des semaines ou des mois jusqu'à en perdre toute possibilité de se nourrir à part croquer dans le jambonnet du voisin. Alors vous avez l'un des cas les plus documentés qui va se dérouler en l'an 70 lors du siège de Jérusalem. Vous avez des troupes romaines qui vont encercler totalement la ville, empêchant toute entrée ou sortie. Les habitants et les croisés. Et c'est là que j'ai foutu j'étais ado. Hein. Et c'est là où j'ai posé cette question au curé. Quand on dit tu ne tueras point, etc., etc., toutes les croisades, on a bien tué des gens. Hein. On a même mangé des gens. Ça, c'est historique. Hein. Et j'étais ado, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Pas plus que ça, c'est sûr. Et toutes les questions que je lui ai posées sur la Seconde Guerre mondiale, où le pape il a béni les canons des tanks allemands, etc. Tu vois, tout ce qui est en contradiction en fait avec la Bible, mais que le christianisme a soutenu, et ben il était là, il fait oui mais c'était une autre époque, oui les voies du Seigneur sont impénétrables, oui bon ben j'irai plus à l'église, allez ferme ta gueule. se retrouve très rapidement à court de vivres, et donc va arriver la famine qui va s'imposer. Les gens vont tout d'abord manger ce qui est encore consommable, même si c'est pas forcément totalement destiné à l'être. Ils vont manger par exemple le cuir des ceintures, des vêtements, hein, mais aussi des sandales. Quand vous commencez à manger des tongs, c'est pas bon. Ou même tout autre morceau de cuir qu'ils vont pouvoir trouver, voilà, ils mangeaient vraiment tout. Il y en a d'autres qui vont même aller chercher dans les poubelles pour manger ce qui reste. Là déjà, quand t'es à ce niveau-là de nourriture, c'est mauvais. Bon, au fil des semaines, la faim, elle atteint un niveau où des scènes de cannibalisme vont commencer à apparaître. L'un des épisodes les plus choquants qui a été rapporté à cette époque, ça va concerner une maman qui avait tellement faim que son bébé en bas âge, eh bien, elle l'a mangé. Un petit peu comme un tuc. C'est même précisé qu'elle avait fait Le chat. cuire avant. Autant vous dire qu'elle avait très faim. Attendez, parce que l'anecdote est pas finie, c'est une anecdote qui date de l'an 70, hein, 70 ans à peine, 30 ans après Jésus, je vous rappelle. De cette cuisson absolument morbide, eh bien une odeur va se répandre. Et là, il y a des hommes qui vont arriver parce qu'ils vont sentir la viande. La totalité de la population, elle était au taquet dès qu'il y avait une odeur de bouffe. Donc cette odeur de viande va attirer les hommes affamés qui vont entrer chez elle, et en voyant ce qui reste du repas, ils reculent horrifiés et vont répandre l'information dans la ville. Et donc cette scène, ça va devenir vraiment le symbole du degré de misère atteint
éteints par les habitants enfermés dans Jérusalem à cette période. Vous avez un autre épisode comme ça de cannibalisme qui va apparaître au siège de Noumance. On est en 133 avant notre ère. C'est une ville celtibère d'Hispanie qu'on appelle, qui résiste pendant longtemps, notamment à l'encerclement romain. Ce fameux petit village qui résiste. Les habitants sont coupés de tout ravitaillement et la famine arrive petit à petit. Donc là, encore une fois, les gens ont fini par se manger entre eux. Il y a un peu moins d'anecdotes comme celui d'avant. C'était à peu près du même acabit, c'est-à-dire brochette de bébé. Cette fois-ci, on va en Chine, on est au 8e siècle, dans la dynastie des Tang. Certaines pratiques médicales qui paraissent aujourd'hui très choquantes, mais étaient admises à l'époque. Vous avez par exemple un médecin qui était nommé Shen Sangshi, qui recommande parfois d'utiliser de la chair humaine pour soigner certaines maladies. Cette pratique, elle va suivre des règles précises, parce que la personne qui va donner sa viande, eh bien, elle doit être volontaire. Elle doit donner son accord clairement et être un proche du malade. Ensuite, la Alors, tous ceux qui pratiquent la médecine chinoise, parce qu'ils faisaient bien comme ça dans le temps. Et j'attends. viande qui a été récupérée, elle va être cuite et elle est consommée comme ça pour des soi-disant vertus curatives. Je sais pas quel morceau il donnait, mais voilà. Cette idée, elle vient de la médecine traditionnelle chinoise qui considère que le corps humain possède des propriétés capables de guérir. Les textes médicaux de l'époque de Tang mentionnent l'utilisation de chair humaine sans la critiquer, ce qui montre qu'elle était acceptée dans certains milieux. Le fait que le don soit volontaire et lié à la famille la distingue d'autres formes de cannibalisme forcé. On va pas dire que c'est acceptable, mais c'était un peu moins dégueulasse que de faire un kebab avec son propre bambin. Et l'usage de substances qui proviennent de corps humains pour soigner, elle va durer longtemps comme ça, en Chine. Car en 596, un grand livre médical qui s'appelle le... Non, Marilatte, c'est pas une fake news. C'est pas du tout une fake news. Benkao Gangmu, il va répertorier presque 2000 remèdes, dont plusieurs d'origine humaine. Des cheveux, des ongles, des dents, du lait maternel, du pipi, d'autres choses, excréments, etc. Mais aussi cette fameuse chair humaine qui, soi-disant, soigne. Et donc ce bouquin, il explique quelles substances soignent quelle maladie, mais aussi comment les préparer. C'est un livre de recettes de cannibales, littéralement. Et donc il va indiquer plus précisément que la chair humaine fraîche peut être utilisée pour traiter par exemple la tuberculose ou certaines formes d'épilepsie, et qu'elle doit venir de personnes récemment... Kael, je parlais exactement justement des dérives. Ceux qui sont dans le milieu, tu vois, complotiste, chamaniste, etc. Les plantes médicinales, la médecine chinoise, etc. Alors qu'ils ont aucune base de médecine. C'est de cela que je parlais, pas de la médecine traditionnelle. Décédés, jeunes et en bonne santé avant leur mort. En bonne santé avant leur mort, ça veut dire qu'il faut pas qu'ils soient morts d'un truc pourrave, éventuellement d'un accident de calèche, peut-être. Mais vous avez d'autres éléments du corps humain qui vont être utilisés. Le placenta, par exemple, qui est appelé le zietch ou ziechi. Il est séché, réduit en poudre et utilisé dans des préparations médicinales. On va penser à ce moment-là qu'il est tonifiant, et cette pratique, elle va continuer jusqu'au XXe siècle. Vous avez également des os humains calcinés qui sont réduits en poudre, qui vont entrer dans ces remèdes. Tu te fais une petite soupe de placenta parce que t'as mal à la gorge, ça passe. Bon appétit, bien sûr. En spray dans le nez, spray nasal au placenta, je sais pas. Sous la dynastie des Ming, entre 1300 et 1600 à peu près, va apparaître une technique, ou plutôt une pratique encore plus bizarre, voire extrême. Ça s'appelle le sacrifice filial volontaire. Peut-être que vous avez compris. Vous avez certaines sources qui vont raconter comme ça que les enfants vont se couper un morceau d'eux pour soigner leurs propres parents. L'anecdote s'arrête là. Suivant. Alors, moi, je serais capable de donner un organe pour sauver mon fils, mais le manger, pourquoi faire? Hein? Mais ça va pas le soigner de manger mon organe. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On va partir maintenant vers les croisés en Europe, en France, parce qu'on est en 1998. Pas du tout. Non, là, c'était la Coupe du Monde. Je me suis trompé de date. On est en 1098, 900 ans avant que Zidane marque un but, les gars. Non, il en a marqué combien? 2? 3? Je sais plus. Dites-moi en commentaire. Bon bref, on est en 1098. Vous avez les armées de la première croisade qui vont assiéger la ville de Mahara. Cette ville se trouve dans le nord de la Syrie actuelle. Alors c'est une cité qui est plutôt prospère. Elle vit surtout grâce à la culture des oliviers, des figuiers, mais aussi des vignes. L'économie locale, elle repose sur une agriculture méditerranéenne paisible. Et quand les croisés arrivent, ils bloquent tout. C'est-à-dire qu'ils stoppent tout le monde. Ils coupent la ville d'absolument tout échange. Je crois que les sièges assiégés à un endroit, c'est la meilleure technique pour gagner. Et donc évidemment, il n'y a plus de bouffe qui rentre ou qui sort, ça devient rapidement laser. Plus de savon d'Alep,
c'est ça. Lorsque les croisés parviennent à entrer dans la ville, ils commencent un massacre de toute la population. Alors, ils tuent vraiment les gens de manière systématique, hein. Il y a vraiment, voilà, c'est toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis pas. C'est surtout toi tu vis pas. Les récits de l'époque parlent d'une violence très forte, voire gratuite. Cette violence, elle va bien au-delà des règles dures de la guerre à cette époque médiévale. Il y avait une bande de barjots qui avaient débarqué je ne sais où, et voilà. Alors, les écrits de l'époque, surtout ceux de Fulcher de Chartres, qui voyagent avec les croisés, décrivent des scènes de cannibalisme. Et ces scènes font encore très peur aujourd'hui à certaines personnes là-bas, parce que les gens, voilà, c'est resté dans l'histoire. Les croisés, par exemple, vont faire bouillir des gens dans des marmites géantes pour les manger. On raconte que... Le christianisme. Je vous en avais parlé, justement. Bon, on y est. Les corps cuisent comme de la viande dans une soupe, et que ça prend énormément de temps, et qu'il y a beaucoup de vapeur, avec une espèce d'odeur très bizarre. Pour les enfants, visiblement, ils ont réservé des sorts différents, parce que les croisés, apparemment, les embrochaient pour les faire cuire autour de feux de bois. La peau finit par noircir et craque avec la chaleur. Encore une fois, vous avez une odeur abominable qui va se répandre dans toute la ville. Alors, à titre personnel, je ne savais pas que les croisés avaient fait de telles choses, pourtant, c'est bien vrai. Et les historiens discutent encore aujourd'hui sur le pourquoi ils ont fait ça. À la base, les gars étaient venus en Terre Sainte pour la récupérer, ils finissent par manger des gens. Alors faut savoir que c'est des gros... Mais si, c'est documenté ça, parce que justement ils avaient un stock de vivres pour faire cette croisade qui était pas assez suffisant en fait. Donc s'ils voulaient survivre, il n'y avait pas d'autres moyens. Groupes marginaux de croisés qui ont pratiqué ce genre de choses, que globalement c'était pas du tout accepté chez les croisés. Ouais, je dis pas ça pour réduire l'horreur du truc, hein. Mais en gros, vous aviez dans ces croisés des groupes de gens complètement tarés qui faisaient ces pratiques. Mais c'était relativement isolé, c'était pas tous, hein. C'était lié au fait qu'il manquait aussi pas mal de nourriture, donc ça les rendait peut-être un peu fous. Et des gens qui étaient déjà instables, eh bien, ils passaient à l'acte faire des choses comme ça. Alors il y a d'autres gens qui pensent que c'était pour faire peur à la population qui faisaient ça, parce qu'évidemment, quand vous voyez votre collègue qui est en train de rôtir comme un méchoui, tu te dis, bon, je vais être docile. On part maintenant au début du 14e, donc dans l'an 1300. Il y a un gars qui s'appelle frère franciscain Odoric de Pordenone qui va faire un long voyage. Ce voyage va le mener jusqu'en Asie du Sud-Est, au nord de l'actuelle Indonésie, où il verra des coutumes qui vont le choquer à vie. Parce que ce royaume dans lequel notre cher frère franciscain est allé pratique un truc très étrange. C'est-à-dire qu'ils vendent des gamins pour qu'ils soient mangés. C'est-à-dire que les marchands et les familles regardent l'embonpoint des enfants avant de les vendre. Ils touchent la peau des enfants pour sentir si elle est molle ou épaisse. Il s'appelait pas Epstein des fois votre truc là ? Pèse les enfants pour voir s'ils sont lourds ou bien nourris. Vraiment, on est sur un jambon. Ceux qui ont le poids idéal finissent en repas. Évidemment que les détails ont peut-être un peu été exagérés avec le temps, mais moi je vous raconte comment le truc est décrit. Alors par contre, sur la véracité à 100% des choses, ça reste à confirmer. Donc apparemment, ils pèsent les enfants pour voir s'ils sont lourds ou bien nourris. On les amène au marché, mais vraiment comme de la bidoche, exposés comme des animaux. Les acheteurs vont tourner autour d'eux pour voir s'ils sont bien engraissés, etc., etc. Vous avez une espèce de scène un peu exagéré, je pense, et romancé. Mes frères franciscains Odoric, c'est ce qu'ils nous racontent. Alors, ils racontent que une fois que les gens, ils ont acheté un gamin parce qu'ils ont trouvé qu'il était bien dodu, ils vont le ramener, voilà, ils le mettent dans un pot en terre cuite avec des feuilles de banane pour le faire cuire. Peut-être qu'il manquait de viande là-bas à l'époque, alors ils faisaient ça. Alors visiblement, dans cet endroit du monde, à cette période, il y avait vraiment du cannibalisme et toute cette histoire de marché où on vendait des gamins pour les manger, ça a été probablement romancé avec le temps. Par contre, il y a vraiment eu du cannibalisme à cette période, puisque c'est Marco Polo aussi qui a confirmé qu'on mangeait bien des gens. Marco Polo, il va plutôt raconter que c'était des rituels de cannibalisme qui se passaient, c'est-à-dire que quand il y avait un ennemi qui était buté, on allait le manger, et pas vraiment un marché avec des gamins voilà, qu'on vient acheter pour en faire un rôti du dimanche, quoi, devant Walker Texas Ranger, le poulet, le fameux. Dans tous les cas, il faisait pas bon vivre si vous étiez bien dodu à cette période là-bas. Oh, tu sais pas, Bakel, ce qui se passait avant d'être cuit, hein. Je sais pas si vous saviez, mais en 1315, en Europe, les gens avaient très faim. Qu'est-ce qui se passe quand on a très faim et que son voisin est un peu dodu ? On mange le voisin. Bon bref, le climat se détériore brutalement, les températures vont chuter, les gelées tardives vont détruire les récoltes, et les pluies diluviennes inondent les champs. Il n'y a plus rien à manger, sauf le voisin. Et donc cette crise climatique déclenche ce que les historiens nomment la grande famine. Elle va s'étendre sur plusieurs années, les réserves alimentaires s'épuisent rapidement, la population est déjà fragilisée. Des décennies de croissance démographique
ont mis sous pression les ressources agricoles. Et donc les gens se retrouvent, comme je vous l'ai dit, sans nourriture avec 36 000 gosses. C'est-à-dire que les gens faisaient plein de gosses parce qu'il y avait plein de bouffe, plus de bouffe, plein de gosses, gros problème. Et donc au milieu de ce chaos, vous avez des témoignages qui rapportent l'apparition de pratiques presque impensables en temps normal dans l'Europe chrétienne médiévale. Notamment des cas sporadiques de cannibalisme. Des sources dispersées mentionnent ainsi des individus qui, sous le couvert de la nuit, ont creusé la terre glacée des cimetières pour déterrer les morts, encore à moitié décomposés, les tirant du sol avec des pelles rouillées, tandis que l'odeur de la pourriture envahit l'air. Ils transportent ensuite leurs trouvailles, donc le corps, vers des endroits isolés, comme des grottes ou un recoin de forêt. Là, ils vont se mettre à le découper avec des couteaux émoussés. Ils font ensuite bouillir les morceaux pour les manger. À cette période, vous avez des personnes qui s'attaquent directement à des voyageurs. Et c'est là où ça pose question. Tu te rends compte qu'en cas de gros problème, d'un effondrement brutal, c'est les plus désaxés qui vont survivre. Parce que toi et moi, on est incapables de faire ça. Mais un désaxé, lui, il s'en fout. Un désaxé, il a plus de chances de survivre qu'un genre normal. C'est assez fou. Isolés pour les manger tout simplement. Ils les embusquent sur les routes avant de les frapper à mort avec des bâtons ou des pierres. Là, ils vont prendre les corps, les découper dans un buisson, faire un feu improvisé et les manger vraiment à la va-vite. Donc ça arrivait, hein, c'est pas des légendes. Je crois que c'est dans Red Dead Redemption, il y a des trucs comme ça, il y a des histoires. Ça vient pas de nulle part, hein, ça existait dans la réalité. Hein. Évidemment, l'église à l'époque, elle n'accepte pas du tout ce genre de pratique, hein, c'est peine de mort. Hein, parce qu'elle considère à la fois comme des péchés mortels, mais aussi comme des crimes monstrueux. Pourtant, malgré ces interdits, la faim, elle est si forte que certaines personnes poussées au bout de leurs limites, eh bien, elles finissent par franchir ce tabou interdit. Selon plusieurs folkloristes, donc des gens qui étudient le folklore, cette période très traumatisante, elle aurait laissé même des traces dans la culture populaire et serait liée à la naissance du conte de Hansel et Gretel. Ce récit qui m'enseigne une sorcière cannibale attirant les enfants pour les dévorer. Maintenant, Bah tu vois, Revan, c'est pour ça que j'aimais bien la série Walking Dead. Pas l'histoire des zombies, etc. Et d'ailleurs, c'est même beaucoup mieux relaté dans les comics. La perte d'humanité. Pour pouvoir... Parce que, en fait, c'est à un moment, tu te rends compte que c'est pas les zombies le problème. C'est les autres groupes d'humains. Et que pour avoir les tripes d'aller buter d'autres humains, eh ben, il faut perdre une part de ton humanité. Et c'est très bien amené dans The Walking Dead. Et à un moment de temps, c'est... Oh merde, j'ai perdu son nom. Le chef, le shérif, là, qui le dit, qu'il a perdu, il n'est plus humain. Il est aussi humain que les zombies qui les pourchassent. Waouh. Rick, exact. Pour l'Amazonie. Les Tupinamba forment une grande confédération de tribus guerrières qui occupent de vastes territoires en Amazonie et parlent des langues de la famille tupienne, développant au fil du temps une société organisée autour de la guerre, de l'honneur et de rituels complexes. Au XVIe siècle, les premiers missionnaires et explorateurs européens entrent en contact avec eux et découvrent leurs coutumes plutôt atypiques pour des gens qui ne mangent pas d'autres gens. Et donc parmi ces conquistadors se trouve un monsieur qui s'appelle Manuel de Nobrega, un prêtre jésuite portugais qui va vivre quelque temps avec cette tribu dont j'ai du mal à prononcer le nom, Tupinamba, et consigne dans des lettres et des rapports destinés à l'Europe tout ce qu'il va observer. Et croyez-moi, il va observer des choses incroyables. Il va décrire notamment une pratique très répandue. Vous avez notamment des règles très particulières qui sont appliquées systématiquement durant les guerres entre tribus, donc les Tupinamba, quand ils vont fighter avec d'autres dans la jungle. Eh bien, il y a des choses qui se passent tout le temps. Notamment les femmes et les filles des vaincus deviennent les épouses des guerriers Tupinamba et s'intègrent ainsi dans la communauté. Tandis que les hommes capturés, après avoir parfois vécu plusieurs mois au sein de la tribu, c'est-à-dire que des prisonniers de guerre, on va les garder un petit peu, voilà, ils vont vivre un peu dans la tribu, mais un beau jour, le gars va se réveiller, on va lui dire frérot, c'est aujourd'hui, le mec finit dans une tambouille, c'est-à-dire on le cuit et on le mange. Alors avant ça, on les garde dans une hutte et on les engraisse en quelque sorte pour qu'ils soient délicieux le jour venu. Alors l'histoire ne nous dit pas si... C'est de là que vient le repas du condamné. C'est pour t'engraisser en fait.
leurs femmes et leurs enfants doivent les manger aussi, mais bon, c'est un peu glauque. Alors ce qui est incroyable, c'est que notre prêtre jésuite a fait des descriptions précises de tout ça. C'est-à-dire que le prisonnier, il va être alors attaché à un poteau et frappé avec de lourdes massues en bois jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu te fais matraquer la fif avant d'être mangé. Donc voilà, on lui explose le crâne et une fois le corps détaché, les hommes et les femmes le découpent avec des couteaux en pierre ou en os, retirant la peau avec soin pour ne pas la déchirer, puis coupent les muscles des bras et des jambes en longues lanières, qui font des espèces de steaks mais en long. C'est ça, hein. Le torse est ensuite ouvert pour en extraire le cœur et le foie. Non mais c'est ça, Revan, il le tabasse pour attendrir la viande. Considérées comme les parties les plus puissantes. Et donc là, ils vont faire rôtir en premier ces organes-là parce que voilà, c'est les plus nobles apparemment. Donc la viande, elle est ensuite partagée entre tous et les guerriers mâchent ces espèces de lanières très longues de muscles pour absorber le courage de l'ennemi. Ils avalent tout ça en poussant des cris et en chantant des chants magiques. Les enfants de ces gens-là, donc si c'était des filles, bien ça devenait des femmes du nouveau village. Par contre, si c'était des garçons, même jeunes, bah c'est pareil, on les mangeait. Alors eux étaient réservés par contre aux grands, voilà, aux plus vieux de la team. C'est-à-dire que les jeunes ne pouvaient pas manger d'autres jeunes. Tu te rends compte? Oh bah l'égalité homme-femme là, ah bah là elle existe plus, hein, on bouffe pas les femmes. Ah bah voilà. Envoyez Mélenchon. Que t'as un peu de chance d'être né à un certain endroit à une certaine époque. Bon, vous savez que les Aztèques, il s'est passé des choses incroyables, c'était des malades. Dans le bon sens du terme, attention, hein. J'adorais Esteban et tout. Hein. L'Empire aztèque, comme on l'appelle, domine le centre du Mexique du 14e au début du 16e siècle. Et vous savez tous que eux pratiquaient des sacrifices humains de manière industrielle, quasiment. Ce qui va évidemment profondément choquer ces jeunes conquistadors espagnols lorsqu'ils arrivent en 1519 avec toute la paix du monde possible. Ils vont découvrir... Moi je me méfierais maintenant de quand on me dira « il est attendrissant ». Ouais, il est attendrissant. Il a quelque chose dans les mains, là? Et il va m'attendrir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une civilisation très développée, mais dont les rites religieux leur paraissent effroyables. Vous avez par exemple les chroniques de Bernal Diaz del Castillo, mais aussi les récits du franciscain Bernardino, pas un joueur de foot lui? Non, Bernardino, non, c'est un cycliste, bah oui. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, chez les Aztèques? Non, c'est Bernardino de Chagoun, eux ont vu de leurs propres yeux ces trucs-là, ils vont les décrire et les écrire. Alors faut savoir que la cosmologie aztèque, elle repose sur une idée centrale, que le soleil ne peut continuer sa course que s'il reçoit régulièrement du sang humain, faute de quoi il s'arrêterait. Il faut pas que le soleil s'arrête, le sang doit couler. Ça entraînerait la fin du monde et la ruine des récoltes. Alors cette croyance, elle justifie des sacrifices quasi quotidiens, notamment dans les temples, et suit un protocole extrêmement strict. Vous avez les prêtres qui conduisent les victimes au sommet des pyramides. Vous savez, ces fameuses pyramides, hein, où on a vu des influenceurs, ou je sais pas, des cakes là, les monter. Et donc là-haut, on va les attacher à un autel en pierre. Le prêtre principal saisit alors un couteau d'obsidienne, qui est une pierre noire extrêmement tranchante, et là il ouvre carrément le torse de la victime. Et là le prêtre, il va enfoncer sa main dans la poitrine et il arrache le cœur, quoi. Non mais c'est voilà, c'est rude, hein. Fallait pas être douillet, hein. Ça peut faire mal. À ce moment-là, les autres prêtres vont lever le cœur vers le soleil et récitent des prières. Ils récoltent le sang dans des bols en céramique. Et donc voilà, le rituel est fait, le soleil peut continuer de tourner. Alors une fois que le rituel est fait, vous allez voir qu'il n'y a aucun respect parce que le corps, on le prend, on le balance sur les marches, littéralement. Hein. Mais c'est pas fini parce que en bas, il y a des curtons, des prêtres qui vont commencer à le débiter en petits morceaux. Rien n'est perdu. Lavoisier, tout se transforme, rien ne se perd, hein. On connaît. Ils vont donner à manger aux chiens les intestins qui sont considérés comme sacrés. Parfois, ils les brûlent. Ensuite, ils séparent la chair des os avec précision. Les bras et les cuisses charnus sont découpés en gros morceaux, tandis que le foie et les poumons vont être réservés aux nobles, mais aussi aux guerriers qui participent à des banquets cérémoniels où la viande va être rôtie. Elle est grillée, mais aussi assaisonnée de piment. Il faut savoir qu'il n'y avait pas tellement de distinction, c'est-à-dire que vous soyez un enfant, une femme, un homme, un jeune, un vieux, vous pouviez subir ce sort. À noter que c'était un privilège d'être sacrifié. Petite précision, parfois c'était un privilège, hein. Bien souvent, les gars n'avaient pas trop le choix. Est-ce que t'as envie de te faire ouvrir comme un Kinder et retirer le cœur vivant? Je ne pense pas. Vous connaissez tous ces personnages de Papouasie là, qui ont des styles absolument incroyables. On vous met une petite photo, regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Je crois qu'on les appelle les hommes fleurs, un truc dans le genre. Bon, les Korwai, ils vivent dans la forêt dense de Papouasie occidentale, à l'extrême de l'Indonésie, où ils maintiennent un mode de vie traditionnel jusqu'à une période encore très récente, n'ayant presque aucun contact avec l'extérieur jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire jusqu'en 1900, les mecs n'avaient jamais vu
quelqu'un d'autre. Évidemment, dans cette tribu, il se passe des choses incroyables. Les papous, ils sont connus pour ça. Par exemple, lorsqu'un membre de la tribu meurt de façon inexpliquée, en particulier de maladie, qu'on avait du mal à expliquer, quand vous vivez dans la forêt et que vous chassez avec une lance, c'est pas facile de faire des diagnostics. Et donc les Korowai, quand ils voient quelqu'un qui décède de manière bizarre, enfin inexpliquée du moins, ils vont penser que c'est un truc surnaturel, que c'est notamment dû à l'action du Kakua, qui est un sorcier maléfique venu du monde des esprits qui aurait pris possession d'un membre vivant de la communauté. Et donc pour répondre à cette menace invisible, le conseil des anciens se réunit autour d'un feu, discute longtemps. C'est la pub. C'est génial les croyances. Hein. C'est génial les croyances. À quoi ça nous mène? Alors, on a qui a la pub? On a Shelby, on a Sophie, on a Marilette et on a Sylvie. On en a 4. On en attend 4. Et du coup, bah, ceux qui n'ont pas la pub, vous patientez avec moi. Vous pouvez discuter dans le chat en attendant. Parce qu'ici, on est civilisé. On attend les copains. On les mange pas. La marine nationale. Ah oui, j'allais dire, mais quel rapport? Non, c'est qu'elle est dans sa pub. Allez, j'ai des piments au frais. Non, 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 laisse tes piments. Et surtout, tu laisses ton voisin tranquille. Alors, Shelby, il nous en manque 3. Il nous en manque 3. T'as vu, Shelby, on vous attend, on vous mange pas, nous, on est civilisés. Hein. Sophie, il nous en manque 2. Et Marilat et Revan Seigneur. Donc on peut repartir. Oh, on peut plus manger les copains. Non! Non, 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 non. On peut pas manger les copains. Oh putain. J'ai failli lire ta phrase, Shelby, autrement. À lire trop vite, j'avais mis mètre à la fin de centime. Ça a changé le... Je disais, mais de quoi? C'est rapport au cannibalisme? Je ne dois plus 10 centimètres. Fumant des pipes et en scrutant les rêves, mais aussi les signes pour identifier la personne accusée d'être Kakua. Vaut mieux pas être le Kakua, parce que je vous rappelle que les mecs sont en train de réfléchir autour d'un feu. Qui est-ce qui a buté Jean-Luc, là, qui est par terre, là? On sait pas de quoi il est mort. Il y a un sorcier parmi nous, il faut le trouver. C'est un peu comme le jeu, là, comment il s'appelle, là, avec le traître. Donc là, tu serres bien les fesses. Et les mecs sont en rendez-vous. Et évidemment, à un moment donné, ils vont désigner quelqu'un, et cette personne va être tout simplement exécutée selon un rituel très précis et qui date de la nuit des temps. Parce qu'on va l'attacher à un arbre dans la forêt, puis des hommes le frappent avec des lances et des haches en bois, jusqu'à ce que pour attendrir la viande. Le corps cesse de bouger, voilà, tout simplement. Ensuite, le cadavre est récupéré et ramené au village pour être cuit et consommé collectivement. Les femmes préparent un grand feu au centre du camp et creusent un trou qui sert de four, dans lequel on place le corps entier avant de le recouvrir de grandes feuilles, mais aussi de terre chaude, afin que tout ça cuise lentement. Ils font littéralement un effiloché d'humain. C'est pas un pulled pork, c'est un pulled human. Vous voyez la viande dans le pot-au-feu, là? Vous savez, le bœuf, là, qui se détache tout seul? Bah, ça fait pareil. Prochain pot-au-feu, pensez à moi, les gars. Je vous passe les détails dégueulasses, le mec a cuit comme un jambon. Et donc là, ils vont se partager les morceaux. Les plus jeunes ont certains morceaux, les vieux en ont d'autres. Tous pensent que manger le sorcier va permettre de neutraliser définitivement ses pouvoirs et de protéger la communauté. Alors que c'était Johnny, l'apothicaire du village, quoi, qui avait rien demandé. Mais bon, pas de chance. À noter qu'il ne mange pas que le soi-disant sorcier qui aura buté la personne. Il mange également la personne qui est morte d'une chose étrange qu'on n'explique pas. Faut juste penser. Faut pas gâcher, quoi. Faut pas gâcher. À bien la cuire parce qu'effectivement, ils peuvent attraper le même problème sinon. L'Empire byzantin n'est pas épargné par ce genre d'histoire complètement loufoque. Les changements de pouvoir vont s'accompagner de violences extrêmes. Andronique Ier Comène, qui va accéder au trône impérial en 1183, va éliminer ses rivaux pour y arriver. Son règne va se caractériser par une tyrannie absolument brutale. Et les chroniques byzantines et occidentales dressent des portraits d'un empereur extrêmement cruel. Alors il fait toutes les horreurs possibles, je vais pas vous les citer, mais vous les connaissez. Ça commence par un V, ça commence aussi par exécution arbitraire. Bon là, ok. et tout. Ouais, vraiment, le mec avait toute la liste.
royaliste. Et donc en septembre 1185, c'est très précis, il y a une révolte qui éclate à Constantinople. La population et l'armée va se soulever simultanément. Et Andronic va tenter de fuir parce que là, il sent c'est pas bon pour lui. Sauf qu'il va se faire attraper. Et là, c'est pas bon pour lui. Guillaume de Tyr, qui est un historien et archevêque, va consigner dans la continuation de l'histoire Bonne nuit, Marilatte. les détails du supplice infligé à cet empereur déchu que tout le monde détestait. Donc là, on va organiser un châtiment public pour punir ce roi, enfin cet empereur horrible. Ils veulent bien l'humilier, quoi. Là, c'est vraiment, ils vont y aller à fond. Ils vont d'abord le mettre totalement nu, ils arrachent sa robe pourpre et ses bijoux. Et donc ils le montrent comme ça, tout nu devant la foule en colère. Donc là, le mec commence à se recevoir des pierres dans la fif. Il y a un bourreau ensuite qui s'approche avec un pic et qui lui enfonce dans l'œil, c'est-à-dire il lui crève un œil comme ça, gratuit. Pic qui avant avait été chauffé à blanc, ça fait mal. Donc on appelle ça la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est bien la petite vengeance classique. L'addition, comme on dit. Alors il y a des détails qui disent que le globe oculaire éclate littéralement et que du liquide coule sur sa joue. C'est même précisé qu'on va lui laisser son autre œil pour qu'il puisse voir son humiliation totale. Ça c'est gentil. Bon, je vous rappelle qu'il a commis des VIOLS, donc dans la foule il y a plein de femmes qui ont envie de le sécher littéralement. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser les femmes qui ont subi ça se venger. Elles le traînent au sol et le maintiennent avec des cordes. Elles prennent des couteaux, mais aussi avec leurs ongles et leurs dents, elles se mettent à le dépouiller vivant, c'est-à-dire elles enlèvent des morceaux de lui avec tout ça. Donc là, en fait, ces femmes sont en train de le manger, mais vivant. C'est-à-dire que c'est une punition, le gars se fait manger vivant. C'est quand même pas incroyable. Il a eu ce qu'il méritait quelque part, bon. En Europe médiévale, mais aussi en... Vous voyez ce qui se passe quand on laisse le pouvoir aux femmes? Je dis ça, je dis rien. En Europe moderne, il y avait des pratiques médicales un peu étranges. Un peu comme en Chine, comme on a vu au début. C'est notamment l'utilisation de ce qu'on appelle le mumia, ou momie, comme substance thérapeutique. Cette pratique, elle va débuter véritablement au XIIe siècle. Et le terme mumia provient du persan moum, ce qui désigne la cire ou le bitume, quelque chose dans le genre. Parce que les médecins arabes médiévaux décrivent cette substance comme bitumineuse. C'est une substance qui va... Oh non, Sylvie, tu risquerais de choper des maladies inconnues avec ça. Suinter naturellement de certaines montagnes de Perse. Elle est réputée posséder des propriétés médicinales exceptionnelles. Elle cicatrise notamment les blessures, soigne les fractures. C'est voilà le remède miracle. Et donc au XIIe siècle, les croisés, qu'est-ce qu'ils font? Eux ils voient ça dans d'autres pays là-bas. En Perse, ils voient que les mecs ils mangent du bitume pour se soigner. Ils vont ramener ce truc-là chez eux, en Europe. Les Européens, observant que les Égyptiens ont embaumé leurs morts avec des substances résineuses et bitumineuses, ils vont établir un lien un peu erroné. Si le bitume naturel possède des vertus médicales, et si les momies égyptiennes contiennent du bitume, alors ils pensent que les momies elles-mêmes constituent un médicament. Et donc cette confusion va transformer littéralement les momies égyptiennes en médicaments, en matière première pharmaceutique. Et donc dès le XIIIe siècle, un commerce se développe. Putain, faut pas être sensible de l'estomac, hein. Des marchands pilent les tombes égyptiennes pour extraire les momies, ils cassent les sarcophages, sortent les corps enveloppés des bandelettes, les transportent en bateau jusqu'en Europe, et là ils les réduisent en poudre, donc ils vont briser les os avec des marteaux, etc. Ils râpent la chair momifiée en fines particules, la peau craque et tombe en miettes, et ensuite cette poudre elle est vendue en Europe à un prix très élevé, c'est-à-dire on pense qu'on pouvait se guérir avec de la poudre de momie. Les apothicaires proposent cette poudre de momie dans leurs officines, les médecins la prescrivent pour traiter une multitude de maux, des hémorragies, des ulcères, des fractures, paralysie, épilepsie, vertige, nausées, etc. On va la mélanger avec du vin ou de l'eau, on l'applique sur des plaies, voilà, ça soigne vraiment tout. Ambroise Paré, qui était un célèbre chirurgien du Ça guérit le Covid, les gars. XVIe siècle, il va critiquer vivement cette pratique dans ses récits. Dans son discours qui s'appelle La momie, publié en 1582, il dénonce l'inefficacité médicale de la poudre de momie, voire sa dangerosité. Alors évidemment, il y a des marchands, ils vont comprendre le business, ils vont fabriquer des fausses momies pour vendre de la fausse poudre de momie. Non mais le monde était encore plus tordu avant, on est d'accord. En fait, ils vont utiliser des cadavres récents qui vont être momifiés plus ou moins. Ils les font tout simplement sécher au soleil. Et donc il y a des ateliers entiers comme ça de fausses... Oh les bâtards. Oh putain. Oh putain, ils arrivaient à faire des fausses momies, putain les bâtards. Momies qui sont séchées et préparées, avec plein d'ouvriers qui les découpent et les mettent en sachet. Il y avait du trafic de fausses momies.
Bon, au XVIe et au XVIIIe siècle, la médecine européenne, elle va utiliser couramment des substances d'origine humaine, notamment le sang frais qui est prescrit contre l'épilepsie. Les exécutions qui d'époque étaient normales, ça devient un lieu d'approvisionnement, on vient se servir à la source. C'est-à-dire que Jean Dus, qui vient de se faire trancher la zigouillette, la gorge, eh bien, on vient récupérer des doses. Il y a même des gens qui sont malades qui attendent au pied des échafauds avec des gobelets en étain pour récupérer des choses. Notamment quand le bourreau tranche, il récolte le sang chaud et le boive aussitôt. Et vous avez même parfois des bourreaux qui vont récupérer des trucs sur les corps qui viennent d'exécuter pour les revendre. C'est le complément de salaire. En 1696, le médecin allemand Christian Franz Paulini, alors ça s'écrit pas comme les pots d'échappement pour les scooters, Paulini. Son ouvrage va lister tout un tas de trucs qui étaient utilisés. Vous aviez même la mousse qui poussait sur les crânes des gens pendus qui étaient récoltés pour en faire des médicaments. Alors la graisse humaine était utilisée pour fabriquer des onguents contre les rhumatismes. Les apothicaires la récupèrent lors de dissections ou l'achètent au bourreau. Alors faut savoir que Charles II d'Angleterre, lui, consomme régulièrement de la poudre de crâne humain. Il possède même son propre petit laboratoire personnel pour fabriquer sa poudre. J'ai adoré faire avec vous ce petit voyage autour du monde, mais aussi ce petit voyage dans le temps. Oui, mais pas nous. Je sais pas si vous avez adoré, ça m'a pas ouvert l'appétit. C'est... Non, Après, on fait la fine bouche, mais parce qu'on a le ventre bien plein. Mais en vrai, quelle différence entre manger un animal et manger un humain? C'est un animal comme un autre. Mais je peux pas, non, Moi, il faut que je l'élève, l'animal, pour pouvoir le manger. Je mange mes lapins, les poules, si tu veux. Du coup, il faudrait que j'élève un humain. Il y a mon fils qui vient samedi. Je l'ai élevé, on est d'accord.